Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. En direct sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mac de l'Imo, votre matinale qui décrypte tous les sujets de l'actualité immobilière, mais pas que. Alors vous êtes bien sur Radio Imo, nous sommes bien le 22 mars, alors prenez votre petite tasse de café, de thé et puis détendez-vous parce qu'on est ensemble jusqu'à 9h. Alors chaque semaine, nous recevons un invité, une personnalité importante, influente du monde de l'immobilier, et cette semaine, celle qui nous fait l'honneur d'être notre invitée du jour, c'est vous, Sophie Richard, fondatrice de Viagimo. Bonjour. Bonjour Radio Imo. Alors Sophie, est-ce que en quelques phrases, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Sophie, je suis maman de 2 enfants et originaire et j'habite au Sables-d'Olonne, sur la côte vendéenne. J'ai créé le réseau Viagimo fin 2017 et le réseau compte aujourd'hui une trentaine d'agences. Alors, vous avez choisi en début d'émission qu'on a écouté Résiste de France Gall. Vous le savez, c'est un petit peu la tradition sur Radio Imo. L'invité du jour, c'est également le DJ du jour. Alors, Résiste de France Gall, pourquoi avoir choisi cette chanson ? Alors tout simplement parce que déjà j'aime beaucoup cette chanteuse, je me les passe souvent en boucle, tout le registre avec mes enfants dans la voiture, à la maison, on chante, j'aime beaucoup les artistes français tout simplement, et puis c'est une musique, les paroles me parlent, c'est un beau message de confiance en soi et de s'accorder l'assurance de se jeter dans le grand bain et de continuer toujours à dépasser ses acquis supposés et aller toujours plus loin et se challenger. Est-ce que vous avez un petit souvenir particulier qui vous vient quand vous écoutez cette musique ? Pas forcément, juste du bien-être. Voilà, écouter de la musique, ça fait partie des moments de joie, de convivialité, de la bonne humeur. Voilà. Moment de convivialité et de bonne humeur, j'espère qu'on passera ensemble. Alors, pour en revenir un petit peu à vous, vous êtes actuellement la fondatrice du réseau national d'experts de la transaction en viager Viagimo. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette interview, mais tout d'abord, pour commencer, quel a été votre parcours ? Alors, après un master en droit, je me suis dirigée, j'ai commencé ma carrière professionnelle en qualité de juriste spécialisée en droit immobilier, bien que finalement, j'étais pas prédestinée à l'immobilier puisque j'ai obtenu un master de carrière judiciaire, droit pénal et une spécialité en sciences criminelles, donc rien à voir avec l'immobilier. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste de juriste au sein d'une ADIL, Agence départementale d'information sur le logement. J'ai exercé 10 années riches d'expérience, puisque c'est un métier qui m'a permis de recevoir des clients, des professionnels de l'immobilier, des collectivités locales, et donc d'apprendre très rapidement à m'adapter au discours client et sur tous les sujets de l'immobilier. Ce qui m'a fortement aidé à créer le réseau Viagimo aujourd'hui. Donc on renseignait sur le droit de la location, les expulsions, le financement, on faisait des plans d'accession à la propriété, la fiscalité bien évidemment, et puis le droit du sol de manière générale. Et qu'est-ce qui vous a, comme vous le disiez, vous n'étiez pas prédestiné, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'immobilier peut-être plus que ce que vous n'auriez pensé ? Alors, j'ai toujours été attirée, j'ai une certaine curiosité intellectuelle de toujours aller apprendre. Et je me suis rendu compte que l'immobilier était un formidable terrain de jeu pour s'exprimer. Et j'ai eu la chance d'être formée, parce que chaque ADIL est située dans un département relié au ministère du Logement, à l'ANIL, l'Agence nationale d'information sur le logement. On avait accès à toute la bibliothèque juridique. On avait accès à... Ce qui était très intéressant, c'est qu'à 9h, je pouvais avoir un rendez-vous avec un client qui voulait avoir un langage assez soutenu pour toutes les modalités de défiscalisation, et à 10h, avoir un locataire qui allait se faire expulser et qui s'en fichait un petit peu de la rhétorique juridique. Et donc, ce métier m'a beaucoup enrichi sur la psychologie client, s'adapter, aller rechercher l'information quand il y avait notamment des vides juridiques, ce qui est beaucoup le cas dans l'univers du viager. Et qu'est-ce qui vous a par la suite orienté justement vers le viager ? À quel moment vous avez décidé de prendre un petit peu ce tournant ? Alors après 10 années bien remplies, l'envie irrépressible d'entreprendre s'est fait ressentir.
j'avais envie de créer mon activité et d'être entrepreneur, bien que aucun membre de ma famille ou dans mon entourage, de près ou de loin, n'était issu du commerce ou avait exercé dans l'entrepreneuriat. J'ai démissionné puisque la culture d'entreprise de l'époque ne me permettait pas d'avoir un licenciement ou une rupture conventionnelle. Et avec le recul, ça m'a fortement aidée parce que quand on démissionne, sans filet de sécurité, on ne se laisse pas le choix que de réussir. Et j'ai créé ma première agence immobilière au Sables d'Olonne en 2012. Donc j'ai d'abord évolué dans la transaction résidentielle. J'ai créé un portefeuille de gestion locative et saisonnière, location à l'année et saisonnière, parce que je savais que c'est ce qui valorisait une entreprise. Mais je me rendais compte que je n'avais pas encore les deux pieds en terre promise et qu'il me manquait quelque chose. Et un notaire des Sables qui connaissait mon parcours m'a confié des clients pour les conseiller sur la vente en viager. Je me suis pleinement engagée sans retenue dans la matière. Et là, j'ai trouvé mon évidence professionnelle. C'est un métier que j'ai ressenti très riche humainement. On rencontre nos grands-parents, on a beaucoup à apprendre d'eux, ils portent en eux cette chaleur, ils ont une autre lecture de la vie que la nôtre, leur âge et leur expérience parlant pour eux. C'est un métier qui, intellectuellement, est très riche également parce qu'il y a beaucoup de vide juridique, comme je vous le disais, et très challengeant pour des bâtisseurs de participer à structurer un petit peu ce droit viager, puisque le droit viager repose sur l'unique code civil de Napoléon qui date de 1804, avec des évolutions jurisprudentielles, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est un métier qui intellectuellement m'enrichit énormément de jour en jour. Et puis c'est un métier qui financièrement m'a permis aussi de tripler mon chiffre d'affaires dès la première année où je me suis spécialisée. Donc je me suis spécialisée en 2015. Sans retenue également. Donc mon agence pilote s'appelait Le Conseil en Viager. Et là, j'ai eu pour la deuxième fois le « mais tu es folle, jamais tu en vivras, ne faire que de la vente en viager ». La première fois, c'est quand j'ai quitté mon poste de juriste où mes parents me disaient « mais Sophie, retrouver un poste de juriste en Vendée, ça va être compliqué ». Démissionner sans filet de sécurité, j'avais déjà un enfant à l'époque. Et puis finalement, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est s'engager pleinement dans ses convictions, faire confiance dans ses convictions et puis avoir ce courage du lâcher prise et de sauter dans le grand bain. On parle du viager, mais pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez rappeler en quelques phrases, si vous le pouvez, ce que c'est le viager ? Alors le viager, c'est avant tout une transaction immobilière avec des particularités quant aux conditions et au prix. On a deux types de viagers. Le viager occupé qui est le plus connu, qui représente environ 85% des transactions, où le vendeur fait le choix de rester vivre chez lui à domicile et l'acquéreur va acheter un bien décoté progressivement dans le temps, sans recours à l'emprunt. Et le viager libre, pour les 15% restants, va concerner des vendeurs qui font le choix de quitter leur résidence principale pour aller en maison de retraite ou qui ont une résidence locative qu'ils ne veulent plus louer ou une résidence secondaire. Et l'avantage pour l'acquéreur, c'est qu'il peut occuper de suite dans ce logement-là. Et beaucoup ne savent pas que le viager libre existe, d'ailleurs. Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez en quelle année et par qui a été introduit le viager en France ? Alors, Charles II, de mémoire. Tout à fait. Petite question piège. En quelle année ? C'est un peu plus dur. 872 ? 876. Ah, voilà, j'étais pas loin. Et le premier calcul de rente viagère effectué ? Ce sera ma deuxième question piège. Est-ce que ça concerne le sultan avec l'île de Mayotte ? Non, c'est vers 1657, si ça peut vous donner un indice. D'accord, avec un édit royal ? Oui, une première table de mortalité qui a été réalisée par Christian Huygens et donc le premier calcul de rente viagère qui a été effectué par Jean Witt. Très bien. Et puis, pour une précision supplémentaire, le viager date du temps des Romains. Donc, on voit bien que c'est une vente ancestrale où les Romains avaient déjà tout compris, finalement. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui disent que le viager a une mauvaise image, mauvaise presse ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui serait en face de vous et qui pourrait tenir ce genre de propos ? Alors c'est assez régulier et quand même de moins en moins depuis que j'évolue sur cette discipline. C'est normal d'avoir des idées reçues, des tabous. Je répondrais que le viager est une réponse éminemment d'actualité.
la retraite, tout le monde est concerné par la retraite. De près ou de loin, on a un parent, un grand-parent, un oncle qui est concerné par la retraite, le financement de la dépendance, qui font partie de ces 9 Français sur 10 qui souhaitent vieillir à domicile le plus longtemps possible, sereinement, voire plus dignement pour certains, et qui ont besoin d'un coup de pouce pour adapter le logement à une situation de handicap. Je leur dirais également que le viager peut apporter une réponse apaisée à l'accession à la propriété, côté acquéreur, qui est un sujet d'actualité où l'accession est jugée de plus en plus compliquée pour les Français, en raison de la flambée des prix de l'immobilier, d'une fiscalité qui est oppressante et d'une économie qui est instable, sans parler en plus des difficultés d'octroi bancaire, puisqu'on sait que les conditions d'octroi sont plus restrictives par les partenaires bancaires et les taux d'intérêt sont assez élevés et rendent l'emprunt compliqué car trop coûteux. Et une deuxième question, alors un petit peu de mise en situation. Un couple de grands-parents de retraités qui vous contactent, qui eux souhaitent vendre en viager, et leurs enfants ou petits-enfants qui peuvent avoir une décision souhaitent eux ne pas vendre. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour justement leur faire comprendre que c'est quelque chose justement de positif et non de négatif ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, on a complètement changé le paradigme de la constitution immobilière et qu'aujourd'hui, hériter n'est plus acquis, n'est plus une obligation et souvent, ce sont nos grands-parents qui vont hériter d'eux-mêmes parce qu'on n'a pas le choix. Parce que notre régime de retraite par répartition est complètement obsolète, parce que le pilier majeur de notre système de retraite actuel est la solidarité intergénérationnelle, et ça doit rester ainsi, sauf qu'il a été pensé à l'après-guerre, dans les années 45, où le nombre de cotisants, aujourd'hui le nombre de cotisants n'est plus suffisant pour satisfaire les bénéficiaires, et on doit repenser ce modèle de prospérité. Et ces grands-parents ont besoin de rendre mobile la richesse qui est enfermée dans la pierre pour vivre sereinement leur 3e et 4e âge à domicile. Et je pourrais ajouter également que on a trop tendance à oublier que la solidarité en France va dans les deux sens, ascendant vers descendant, certes, mais également descendant vers ascendant. Et donc, on doit, nous, enfants, porter assistance alimentaire à nos parents. Ça veut dire qu'une maison de retraite qui coûte entre 3 000 et 4 000 euros par mois, sans parler des résidences médicalisées, doit être financée soit par la retraite de nos parents, ce qui n'est pas souvent le cas. 8 000 euros pour un couple par mois, c'est pas aisé. Et je vous parle pas des personnes qui sont malades, sous Alzheimer ou autres, qui demandent des soins très très importants. Et donc, soit on aide à financer la dépendance de nos parents, soit on les héberge chez nous et on leur porte assistance. Mais c'est un vrai sujet d'actualité. Et aujourd'hui, le financement de la dépense, c'est plus de 53 milliards de dépenses publiques estimées en 2050, et c'était des chiffres avant Covid. Donc c'est un sujet où le viager va apporter cette réponse apaisée au financement de la dépendance. Et vous parliez des retraités, des personnes âgées justement, et de l'actualité qui jouait un rôle par rapport aux viagers. Est-ce que notamment la réforme des retraites de l'année dernière, vous avez vu une explosion ou une réaction du marché suite à cette réforme ? Alors de manière très factuelle, on met en téléchargement gratuit un guide pratique que nous avons édité sur le site de viagimo.fr, et on a vu une augmentation de plus de 30% après crise sanitaire. Donc déjà à cette époque-là, avant les projets des réformes des retraites avec des débats très houleux, on s'est rendu compte que les Français prenaient le temps finalement de s'informer sur finalement c'est quoi le viager, parce qu'on a, comme on l'a vu, des idées reçues, des tabous, et quand on prend le temps de s'y intéresser un peu plus largement, on se rend compte qu'il peut nous apporter une aide en fonction de notre situation patrimoniale et maritale. Donc oui, avec la crise sanitaire, où là il y avait justement cette problématique, sans parler du scandale Orpea, que les Français ne voulaient pas vieillir en EHPAD, avaient peur de souffrir de l'isolement et se rendaient compte que finalement ils étaient bien chez eux, dans le logement où ils connaissent leurs voisins, ils ont un affect, ils ont tous leurs repères. Donc oui, on a vu une belle évolution au sein de nos agences. La réforme des retraites est venue compléter ce questionnement et se dire le viager peut apporter une réponse à ma problématique
On a vu également une augmentation depuis les problématiques avec les partenaires bancaires. Ça a commencé avec le taux d'usure, après ça a commencé avec le durcissement des conditions d'octroi, ça a commencé par l'augmentation des taux d'intérêt qui rend l'emprunt coûteux et voire inaccessible pour beaucoup. Et là, tout dernièrement, on a également un pic d'augmentation avec les fameuses passoires thermiques, puisque l'État fait la chasse aux passoires énergivores et on n'a plus le droit de louer les logements étiquetés en F et G. Et là, c'est parfait parce qu'on a à la fois des vendeurs qui ont cette résidence locative, dont le loyer est un revenu complémentaire substantiel qui vient s'additionner à leur retraite. Et là, on leur dit, vous n'avez plus le droit de louer, vous devez faire des travaux. Nos grands-parents n'ont pas forcément l'argent ni l'énergie pour entreprendre ces travaux-là pour louer, donc le logement reste vacant. Et en face, on a des acquéreurs qui veulent devenir propriétaires de leur résidence principale. La banque soit leur refuse l'emprunt, soit leur dit « Ok, il y a 3 ans, je pouvais vous financer un T4, maintenant, c'est un T2 ». Donc là, notre rôle, expert viagériste, c'est de mettre en relation les vendeurs en leur disant « Mais est-ce que vous avez pensé au viager libre ?» Et de mettre en relation cet acquéreur en disant « Mais est-ce que vous connaissez l'accession par le viager libre ?» Et après, on pourra le détailler un petit peu plus tard, mais tout ça pour démontrer que le viager est une réponse d'actualité à beaucoup de problématiques actuelles. Et comment ça se ressent concrètement ? Est-ce que vous avez des chiffres, alors pas forcément de vente, mais peut-être plus d'appels, plus de visites, plus de demandes de renseignements ? Oui, tout à fait. Alors on a plus de... alors déjà, j'ai plus de candidatures également à la franchise et ça démontre bien que les experts qui nous rejoignent ont une sensibilité au marché du viager. Ils se rendent compte que c'est un marché de niche, certes, mais qui est en plein essor avec tous ces sujets d'actualité. Il y a de plus en plus de médiatisation aussi autour du viager et de Viagimo. Et ces experts viagéristes s'inscrivent dans ce développement de marché qui va devenir exponentiel. Les clients, on a donc un pic d'augmentation de plus de 30% de demandes de téléchargement de ce guide pratique. Ça montre bien que quand on veut avoir un guide pratique, c'est qu'on s'intéresse vraiment au sujet, c'est pas la lecture, je pense, du soir, quand on n'est pas intéressé. Et ça débouche forcément sur plus d'estimation, plus de rentrée de mandat et plus de ventes. Est-ce que dans tous les profils qui se dégagent, il y a un profil dit type d'acheteur ou alors pas du tout ? Alors, on a un terrain de jeu assez formidable dans le viager. Je pourrais dire que le viager ne connaît pas la crise, comme ça peut être le cas, en tout cas beaucoup moins, dans le cas de mes confrères dans l'immobilier traditionnel et dans la promotion. Un type d'acquéreur, alors on a un panel d'acquéreurs très large. On va en général avoir des acquéreurs qui ont entre 40 et 60 ans, qui vont vouloir se constituer de la pierre, un patrimoine immobilier, parce qu'on sait très bien que l'immobilier reste la valeur refuge et tangible pour les Français. Sauf que ils ont peut-être déjà un prêt sur leur résidence principale, ils ont les financements des études des enfants, et ils ont des plaisirs de voyage à préserver. Et se constituer de la pierre, ça peut être compliqué parce que c'est coûteux. Et ils se tournent vers le viager occupé. Le viager occupé va leur permettre d'acheter un bien décoté, du fait de l'occupation par le vendeur, va leur permettre d'acheter ce bien sans recours à l'emprunt, donc exit tous les frais bancaires. Aujourd'hui, je rappelle que, et ça illustre bien mon propos, si j'achète aujourd'hui un bien de 350 000 € sur 25 ans pour un couple sur 2 têtes, une assurance décès invalidité sur 2 têtes, il m'en coûtera plus de 270 000 € de coût de crédit. C'est énorme, c'est colossal. Et quand on achète en viager occupé, j'achète un bien à la moitié de sa valeur, très souvent. Si j'illustre mon propos, si j'ai un bien qui vaut 300 000 €, une venderesse qui a 74 ans, c'est une femme seule qui vit dans le logement, j'ai une décote de 50%. Ça veut dire que mon bien, je vais l'acheter sur une valeur occupée de 150 000 €. Les 150 000 €, soit je les verse tout de suite, en forme de bouquet, soit je vais les verser de manière échelonnée dans le temps, comme un prêt. Et mon vendeur joue en quelque sorte le rôle de banquier, sauf que je n'ai pas les frais d'intérêt, les frais de coût de financement. Donc, dans mon exemple, l'acquéreur pourra verser un bouquet de 50 000 € et une rente viagère de 552 € par mois toute la vie durant du vendeur. Donc, l'avantage pour mon acquéreur, 1, j'achète un bien, j'achète de la pierre qui reste une valeur refuge. 2, j'achète un bien décoté. Dans mon exemple, c'est plus de 50% et ça, c'est acquis.
et je précise que mon bien se valorisera dans le temps. 3, j'achète un bien sans recours à l'emprunt. Donc déjà, j'accède à la propriété. Et 2, j'évite les frais d'acquisition. 4, mes frais de mutation, mes frais de notaire sont réduits, puisque je vais acheter un bien avec des taxes sur la valeur occupée de 150 000 € et pas de 300 000 €. Donc dans mon exemple, j'économise 11 000 € de coûts de financement. Et enfin, au niveau de la fiscalité, les acquéreurs qui pourraient être soumis à l'IFI, bonne nouvelle, vous allez déclarer que la valeur de 150 000 € et pas de 300 000 €. Vous n'avez aucun revenu foncier à déclarer, et c'est souvent ce que les acquéreurs retiennent de l'investissement locatif, c'est que la fiscalité est oppressante. La bonne nouvelle en viager, c'est que le vendeur restant vivre chez lui, on va appliquer dès le départ une décote d'occupation qui correspond à des loyers théoriques qu'il aurait dû verser. Sauf qu'il ne va pas les verser, et donc il n'y a pas de revenu foncier à déclarer. Et donc il n'y aura pas ça ne va pas impacter son impôt sur le revenu. Il y a plusieurs personnalités, on va dire, que ce soit sur Internet ou même connus qui ont été des acteurs, qui ont récemment acheté en viager et qui ont dû expliquer à leur communauté qui était un petit peu plus jeune comment ça se passait, pourquoi ils faisaient ça. Oui, c'est un YouTuber, non? Exactement, il y en a un notamment qui a expliqué un petit peu toute sa démarche, pourquoi il le faisait. Est-ce que vous pensez que justement le fait de toucher une communauté peut-être un petit peu plus jeune, donc de potentiels acheteurs ou d'acheteurs plus jeunes, c'est quelque chose qui peut aider et continuer de rendre le viager un petit peu plus positif dans l'image des gens de manière générale? Tout à fait. Et je rajouterais même que au-delà de ce YouTuber, il y a Charles de Gaulle qui a acheté son château La Boisserie, son domaine de la Boisserie en viager. Il y a Ségolène Royal également. Donc il y a beaucoup de politiques, et s'ils l'ont fait, c'est que voilà, ils ont bien cerné le projet. Évidemment, donc dans la typologie d'acquéreur, j'ai cette typologie de 40-60 ans pour le viager occupé, et puis j'ai toute cette jeune génération que j'appelle la génération Insta. Les jeunes, et donc j'étais au salon de la franchise là, et j'ai rencontré un jeune qui avait 20 ans et qui venait d'hériter de ses grands-parents, et qui voulait donner du sens à cet héritage, et qui s'était documenté sur l'immobilier et surtout sur le viager. Et j'ai trouvé ça dingue, où on se rend compte que ils prennent le temps de s'informer, et il a bien compris qu'il pouvait acheter. Il n'a pas besoin de vivre dans son logement qu'il va acheter, parce qu'il va faire ses études et il va partir vers d'autres contrées. Et plus on achète jeune, plus on peut acheter à un vendeur jeune, et plus la décote sera très importante, jusqu'à 70%. Et donc cette jeune génération est sensibilisée de plus en plus au bon investissement, le bon plan. Et ces jeunes-là vont aussi acheter le viager libre qu'on a développé tout à l'heure. Donc je pense notamment à des étudiants qui partent en études supérieures. J'ai eu l'occasion de renseigner au début de mes amis qui avaient des enfants qui partaient en études, et puis depuis je l'ai développé auprès de notre clientèle acquéreur en leur disant mais ils partent pour 5, 6, 7 ans d'études, ça a l'air d'être la galère de trouver à chaque fois un locatif et qui n'est pas forcément top. En plus, on sait très bien qu'un loyer est jeté par les fenêtres. Pourquoi tu achèterais pas un viager libre à ton enfant ? Donc là, forcément, ils ne savaient pas qu'on pouvait vivre dans le logement. Ils pensaient que le viager était exclusivement réservé aux vendeurs qui restaient vivre dedans. Donc je lui explique le principe. Et surtout que ça ne sera pas la course tous les ans à rechercher un locatif, qu'on peut donner à ses enfants, vous savez, jusqu'à 100 000 € par enfant, par parent. Et que le parent peut aider, s'il le peut bien évidemment, donner ce coup de pouce financier à son enfant qui l'aidera à payer, financer le bouquet, une partie de la rente. Et au moins l'enfant est tout de suite propriétaire de son logement à 19-20 ans. Il amortit tout de suite son bien. Quand il aura fini ses études, soit il y reste parce qu'il trouve un emploi, soit il le met en location. Mais il s'enrichit d'un patrimoine immobilier à faible prix, sans dépenser l'argent par les fenêtres avec un loyer. Et vous parliez d'un exemple au salon de la franchise. Est-ce que vous remarquez une différence peut-être d'informations et de questions entre cette génération 19, 20, 25 ans et le profil qui se dégage un petit peu plus entre 40 à 50,
55 ans. Et effectivement, je trouve que ces jeunes-là, même une trentaine d'années, ils sont complètement décomplexés sur l'héritage. Et ce sont les premiers ambassadeurs du viager, puisque c'est eux qui vont dire « Mais mamie, ta voiture tombe tout le temps en panne, t'as ta chaudière à changer, tu dors pas de la nuit parce qu'il y a le ravalement de façade qui va tomber sur la copropriété, tu sais pas comment payer. T'es bien chez toi, dans ton appart, pourquoi tu vends pas en viager occupé? Tu auras de l'argent, des liquidités pour améliorer ton pouvoir d'achat, tu vivras plus sereinement, les gros travaux ne seront plus à ta charge, tu paieras plus la taxe foncière, plus les charges de copropriété. » Et ces jeunes-là ne se font pas de plans sur la comète sur l'héritage, ils sont factuels sur le présent et trouver des solutions immédiates aux problématiques. Alors, vous parlez d'idées justement de ces jeunes. Pour en venir à votre idée, comment est né Viagimo ? Alors, donc, une petite rétrospective. Donc, j'ai créé ma première agence en 2012. Je me suis spécialisée en 2015. Ça a confirmé ma conviction puisque j'ai triplé mon chiffre d'affaires dès la première année. Donc, je tenais les premières fondations de Viagimo. La première étant la spécialisation. Les gens ont besoin d'être en confiance avec un spécialiste. Et dans l'immobilier, c'est pareil, il y a un panel très large. Il y en a qui seront spécialistes du résidentiel, de l'administration de biens, du syndic, du commerce, des fonds de commerce et bureaux, et puis le viager, et toute autre discipline. Et c'est vrai que c'est une discipline, si on n'est pas spécialiste de cette vente, à se former régulièrement et à appliquer la matière régulièrement, on oublie, on est moins compétent et on ne va pas transformer le rendez-vous parce qu'on n'arrivera pas à mettre en confiance notre client ou l'apporteur d'affaires comme le notaire par notre expertise. Donc, quand je me suis spécialisée, ça roulait, tout se passait bien et je devais m'ennuyer certainement encore un petit peu parce que début 2017, je me suis dit mais c'est étrange, il n'y a pas de franchise dans le viager. Il y en a plein dans l'immobilier mais pas dans le viager. Bon. J'ai commencé à benchmarker mon marché, à identifier la concurrence, les acteurs présents, peu présents d'ailleurs. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de créer mon modèle économique, mais faire tout l'inverse de ce qui existe. Je trouvais que le marché était trop poussiéreux, très confidentiel, très opaque. Et tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc je me suis dit, je veux passer par de la transparence, démocratiser, donner du contenu pédagogique, accompagner à faire tomber ces barrières psychologiques avec de la pédagogie. Je me suis entourée de compétences spécialistes de la franchise et puis je me suis dit je vais le faire. Je vais créer ma franchise Viagimo. Donc là pour la 3e fois, j'ai eu mais n'importe quoi, créer une franchise dans le viager. J'ai eu quelques sourires en coin et beaucoup de partenaires immobiliers qui attendaient de voir la suite. Quand j'ai fait mes premiers salons, j'ai pu avoir ce ressenti, en tout cas quand on est une jeune femme de province qui part pour se spécialiser dans une franchise 100% viager. Voilà, ça peut étonner. Et puis, je pense que ça a été vraiment moteur pour moi et très challengeant de toujours dépasser ces acquis présupposés et j'ai lancé la franchise fin 2017 et les premières agences se sont ouvertes début 2018. Et quels sont, justement, pour cette année, vous qui aimez bien les challenges, les défis, quels sont vos défis ou vos objectifs, projets pour cette année 2024 ? Alors, c'est toujours le déploiement de la marque de manière raisonnée. Donc, on a une dizaine de candidatures en cours d'études et d'intégration. Aujourd'hui, je suis très fière de mon réseau. J'ai un maillage territorial très cohérent dans tout l'Hexagone. On était très implantés au début dans l'Ouest, puisque c'est mon cœur de prédilection. Et puis là, on est vraiment implantés dans le Nord, l'Est et le Sud. Donc, c'est de continuer ce déploiement. On a un nouveau directeur de réseau qui nous rejoint dans un mois, justement, directeur du développement et de l'animation pour accélérer cette expansion et de toujours rester un peu le chouchou des médias. C'est vrai qu'on a une belle représentation médiatique. J'ai pu faire l'audit sur 2022, j'attends celui de 2023, mais on est passé en moyenne toutes les 40 heures
dans un média, qui soit télé, radio ou print, avec des beaux journaux comme Le Monde, Le Figaro, Forbes, Le Revenu, etc. Et dans les JT de TF1, France 2, France Info, Radio Imo, RTL et autres. Et ça montre une chose, que les journalistes et donc les médias et donc les internautes et les auditeurs de manière générale ont besoin de comprendre l'univers du viager en disant tiens, qu'est-ce que c'est que le viager finalement et en quoi il peut apporter des réponses à l'actualité. Et justement, vous parlez de très belles expositions. Alors maintenant, on peut dire que vous êtes une entrepreneuse aguerrie. Est-ce que vous vous décririez également comme une businesswoman ? Je trouve que c'est un peu cliché, personnellement. Après, je suis fière de m'être fait confiance et d'avoir fait confiance à mes challenges, à mes envies. Et je pense que c'est ça, avant tout, le cœur de l'entrepreneuriat. C'est ce savant mélange entre la dose de confiance dans ses convictions et le courage du lâcher prise, comme je disais, se laisser aller dans le grand bain, parce que à trop écouter son entourage, qui est très bien intentionné, mais qui peut être épris de doute et de peur, on pourrait ne pas entreprendre, ne pas se lancer, ce qui serait fort dommage, surtout quand on a bien étudié, un concept structuré, un business plan, et surtout quand on a cette conviction, cette flamme, c'est ce besoin irrépressible d'entreprendre, de se dire et finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et comment, justement, est-ce que vous faites pour entreprendre et en même temps avoir aussi une vie personnelle avec vos 2 enfants, quand on sait qu'il n'y a que 24 heures dans une journée ? C'est vrai que les journées ne se ressemblent pas, et je suis passionnée. Je pense que c'est ça, c'est quand on veut, on peut. Honnêtement, ça n'a jamais été un chemin de sinécure. C'est pas chose facile tous les jours de savoir allier vie perso, vie pro. J'ai en charge 2 enfants que j'élève seule. Et pour le coup, mes enfants voient que le goût du travail, la passion et l'envie de se dépasser, de se challenger, je pense que ce sont des belles valeurs d'éducation. Et puis, ils le ressentent quand on est bien, quand on est épanoui. Je pense qu'on peut réussir à conjuguer tout ce qu'on veut finalement quand on en a la conviction. Est-ce que vos enfants vous ont déjà posé des questions sur votre métier ? Est-ce qu'ils s'y sont déjà un petit peu intéressés ? Déjà, est-ce que vous avez pu l'apercevoir, cet intérêt ? Oui, alors après, ce sont mes premiers ambassadeurs. Ils savent quand je me déplace, ils me revoient à la télé ou à la radio. Et sans trop en faire non plus, parce que tout ne tourne pas autour de la maman et de Viagimo quand même. Mais ils savent que je me donne à 100% sur mon activité, que j'aime ce que je fais, que ça me fait du bien. Ils savent que des fois c'est pas facile et que je vais chercher ce bien-être, cette performance. Mais après, ils me posent des questions, ou alors c'est t'es encore partie. J'ai de la chance d'avoir mes parents, ma famille, du monde pour m'accompagner dans cette belle aventure. Quand on échangeait pour préparer cette émission, vous parlez de franchisé père-fils, oncle, neveu. Est-ce que vous verriez travailler avec l'un de vos enfants, s'il s'intéresse à votre métier et qu'il souhaite le faire ? Alors, pourquoi pas ? Ma fille aînée a 16 ans, elle est encore un petit peu jeune, et mon deuxième a 9 ans. Pourquoi pas ? Après, ça peut... En tout cas, oui, je me verrais travailler avec eux en les imaginant à une trentaine d'années. En tout cas, je travaille déjà avec ma sœur. J'ai demandé à ma sœur de me rejoindre au siège. On est 9 personnes à travailler au siège. Et c'est vrai que les valeurs de famille sont essentielles pour moi. Et ça se traduit, sans vouloir le chercher, mais ça se traduit dans les faits au sein du réseau, puisqu'on a beaucoup qui ont entrepris. Effectivement, le père et le fils a d'abord ouvert son agence Viagimo à Montélimar. Le père a ouvert ensuite à Lyon. Le meilleur ami a ouvert avec eux à Valence. J'ai la mère et la fille qui ont ouvert à Tours. Beaucoup de couples à Paris 15, Paris 16, à Marseille. Et l'oncle et le neveu à Vannes. Enfin, on a finalement, vous voyez, ces idées reçues autour du viager, que c'est fait pour déshériter les enfants,
ces deux notions antinomiques qui pourraient paraître antinomiques de la famille et du viager, finalement, vous voyez que les experts viagéristes entreprennent en famille et quand un couple, par exemple, se déplace chez un client, ça les rassure beaucoup. Ils s'identifient à des petits-fils et petites-filles. Et en plus, il y a le discours de la femme, de l'homme. C'est très serein. Et oui, les valeurs de famille sont essentielles chez Viagimo. Vous parlez beaucoup des valeurs, justement, d'entreprendre. Quels conseils vous pourriez donner, de manière un petit peu plus générale, à quelqu'un qui souhaite se lancer ? De manière générale, faire confiance à ses ambitions. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, de faire confiance en ses convictions, avoir le courage de se challenger, de se dépasser quotidiennement, de prendre du recul en se disant qu'est-ce que j'ai à perdre, à part vivre avec des remords et des regrets, parce que je n'aurais pas fait, j'aurais pas entrepris. Il faut se faire accompagner par des professionnels, il faut avoir un concept mûrement réfléchi, étayé, structuré, il faut faire son business plan, et puis après, faut se lancer. Est-ce que vous avez eu, alors on a parlé énormément de vos réussites, quelques échecs qui, avec l'expérience et le recul, que vous auriez pu éviter ou gérer peut-être d'une autre manière ? C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai eu cette chance... finalement, tout s'est déroulé assez naturellement, de manière fluide. Mes études de droit, et nous sommes finalement la somme de toutes ces compétences passées, plurielles. Et le droit m'aide énormément, effectivement, pour avoir créé une franchise. C'est vrai que Viagimo, je suis partie d'une page blanche. J'ai créé le concept, les outils, sans rien. Je connais le moteur de ma voiture par cœur parce que j'ai commencé seule. Donc, j'ai été au service juridique, au service com, au service animation, développement. Donc, j'ai fait un peu tous les métiers et je connais la valeur des choses et le temps approprié pour chaque tâche. Donc non, j'ai cette chance d'apprendre au fil de l'eau parce que être juriste est un autre métier qu'agent immobilier, que expert viagériste, que franchiseur. Et c'est cette soif d'apprendre et d'entreprendre qui m'anime et c'est véritablement aujourd'hui mon moteur. Pour continuer un petit peu cette mise à l'honneur de Viagimo, est-ce que vous pouvez rappeler le nombre de franchises et peut-être de collaborateurs que vous avez un petit peu partout en France ? Alors, donc, Viagimo compte une trentaine d'agences aujourd'hui, réparties sur tout l'Hexagone, également en Guadeloupe, dans les DROM-TOM. On est environ une soixantaine de collaborateurs, 9 personnes à travailler au siège. Donc, le siège, ce qui est très recherché des franchisés, c'est notamment la hotline juridique, puisque le juridique étant très important pour moi. Et pour les franchisés, d'être accompagnés sur le terrain à toutes les questions qui pourraient arriver pour bien encadrer juridiquement le contrat. On a un département juridique, un département communication, digital et print, et un département animation avec une directrice administrative. On assure également la gestion viagère, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans l'administration de biens avec la gestion locative, on est l'intermédiaire entre le crédit rentier et le débit rentier. Donc on a un service dédié et puis on est centre de formation Calliope également pour assurer la performance et l'accompagnement quotidien de nos franchisés. Et pour terminer, une question un petit peu plus légère, qu'est-ce que vous allez faire de votre week-end ? Ce que je vais faire de mon week-end, c'est déjà être avec mes enfants. On aime beaucoup jouer, répondre à des mails, bien évidemment. Vous qui vivez à côté de la mer, est-ce que vous pratiquez peut-être une activité en lien, du bateau, de la voile ? Oui, du bateau et puis du launch coach, j'aime bien. C'est vrai que l'océan est mon essentiel et me permet de prendre du recul et laisse plus de place à la créativité, je pense. Et ça prouve qu'on peut créer une franchise, pas qu'à Paris, en province également. Et que c'est aussi un message pour l'entrepreneuriat, comme quoi, quand on veut, voilà, on trouve toujours les moyens d'accorder le crédit et toute la place à notre ambition.
Et pour finir cette émission, vous avez choisi comme deuxième musique À toi de M, donc de Mathieu Chédid. Qu'est-ce qu'elle elle vous inspire ? Est-ce que c'est pareil, une musique que vous aimez bien écouter en famille, ou est-ce qu'elle a un souvenir particulier ? C'est ça, j'aime beaucoup aussi cet artiste. J'écoute beaucoup l'ensemble de sa playlist. Je suis allée le voir quelques fois en concert. Il est joyeux, c'est du bon temps. Et puis les paroles, le petit côté un petit peu amoureux, qui fait du bien. Est-ce que ce sont des musiques que des fois vous pouvez écouter, par exemple, si vous habitez à côté de la mer, un petit peu, justement, dans des balades, des choses comme ça, Exactement. des musiques que vous aimez bien Ouais. entendre ? Exactement, ça fait du bien, ça fait du peps. On a le sourire qui se dessine naturellement sur le visage, et puis ça fait aussi du bien de prendre du bon temps, recul, de un petit peu de la légèreté. légèreté, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup Sophie Richard, fondatrice de Viagimo, d'avoir été avec nous dans le Mac de Limo. Le Mac de Limo, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Imo sur À toi de M. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. À moi, en tant que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, mais c'était de baladin. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amoureux qui sont comme nous. À toi. Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.